Par une nuit d'orage, mon mari m'a jeté hors de son jet privé simplement parce que sa maîtresse voulait voir l'océan. Une semaine plus tard, à son retour à la maison, une seule phrase de son majordome l'a glacé d'effroi. C'est avec des mains d'un calme étrange que j'avais signé le formulaire de consentement pour une césarienne d'urgence. L'infirmière a jeté un coup d'œil derrière moi et m'a demandé gentiment où se trouvait mon contact d'urgence. J'ai répondu que je n'en avais pas. L'infirmière est restée sans voix. Mon ventre était déjà descendu, j'avais perdu les os et j'étais couverte d'écorchures à force d'avoir trébuché sous la pluie battante. Il n'avait probablement jamais vu une femme enceinte paraître aussi indifférente face à une situation de vie ou de mort. Mais moi seule connaissais la vérité. Ce calme ne venait pas d'une absence de douleur, mais du fait que mon cœur avait déjà été si violemment brisé qu'il ne restait plus de place pour la panique. Je m'appelle Clémence. J'ai 27 ans. J'étais enceinte de 38 semaines, à quelques jours de mon terme. L'enfant dans mon ventre était mon premier fils, et peut-être l'unique enfant d'un mariage qui venait de mourir sous la pluie cette nuit-là. En regardant mon dossier, le médecin m'a posé une question: en cas de situation dangereuse, devait-il donner la priorité à la mère ou au bébé? Je lui ai dit de nous sauver tous les deux. Ce n'était pas une question difficile, je n'avais pas d'autre option. L'homme que j'avais épousé 3 ans plus tôt n'était pas là. Au moment précis où mon ventre était incisé dans une douleur atroce et où mon liquide amniotique se déversait sur les sièges en cuir du jet privé, il réconfortait une autre femme à travers l'écran de son smartphone. Par cette nuit pluvieuse, sa maîtresse avait mentionné qu'elle voulait entendre le bruit des vagues à Deauville. Sur cette seule phrase, mon mari avait modifié la trajectoire du vol, détaché lui-même ma ceinture de sécurité et m'avait ordonné de descendre calmement de l'appareil. J'avais l'habitude de penser que ce genre de cruauté n'existait que dans les films, jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Tenant mon ventre d'une main et m'agrippant à la porte de la cabine de l'autre, j'ai regardé mon époux légitime me tourner le dos, entièrement absorbé par son appel avec une autre femme. Mais la tragédie de cette nuit n'avait pas commencé dans cet avion. Elle avait débuté 3 ans plus tôt, le jour où j'avais accepté d'épouser Adrien Beaumont à Paris. Le nom d'Adrien Beaumont était synonyme de pouvoir et de richesse. Le conglomérat de sa famille, le groupe Beaumont, contrôlait tout, du transport maritime et des ports à l'immobilier et à la logistique. Quand je l'ai épousé, tout le monde disait que j'avais décroché un homme qui m'assurerait une vie sans nuages. On me répétait à quel point j'avais de la chance. Mais à l'époque, ce que je voyais en lui n'était pas son argent. C'était une terrible illusion. J'ai rencontré Adrien pour la première fois lors d'un gala organisé par l'associé de mon père à Lille, juste après avoir terminé mon master. La salle était comblée, tout le monde cherchait à l'approcher. J'étais la seule debout dans un coin, observant tranquillement avec un verre d'eau pétillante. Adrien portait un costume gris, se tenant droit comme un i. Il parlait peu, mais chacune de ses paroles avait du poids. La 3e fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il voulait se marier. Il n'y a eu ni fleurs, ni décor romantique, ni déclaration d'amour. Par un après-midi calme, assis dans le salon de mes parents, il a simplement déclaré qu'il avait besoin d'une épouse forte, de quelqu'un qui le comprenne, qui ait une bonne éducation et qui puisse se tenir fièrement à ses côtés. Puis il m'a regardé. Il m'a promis que si j'acceptais, il m'offrirait une vie où personne ne me regarderait jamais de haut. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre qu'une vie où personne ne vous regarde de haut n'est pas nécessairement une vie où l'on vous aime. Le mariage a eu lieu dans un complexe hôtelier de luxe à Saint-Tropez. Debout côte à côte sous des lumières éclatantes et au milieu d'innombrables vœux de bonheur, nous ressemblions au couple parfait. Mais du début à la fin de la cérémonie, son regard ne s'est jamais attardé sur mon visage plus de 3 secondes. Au moment d'échanger les alliances, l'officiant a souri en disant que le marié pouvait embrasser la mariée. Adrien a baissé la tête et a déposé un baiser incroyablement léger sur mon front. Ses lèvres étaient aussi froides qu'une vitre en hiver. Cette nuit-là, il s'est enfermé dans son bureau jusqu'à l'aube. C'est alors que j'ai compris que sa gentillesse n'était qu'un costume bien taillé. Les autres le pensaient parfait, mais derrière cette apparence se cachait une porte fermée à double tour. Un mois après notre mariage, j'ai remarqué une pièce au 3e étage sécurisée par un digicode. À l'intérieur étaient conservées d'innombrables photos d'une autre femme nommée Valérie.
Lorsqu'une gouvernante âgée a accidentellement laissé échapper ce prénom, j'ai cru avoir mal entendu. Plus tard, lors d'une nuit où Adrien était en voyage d'affaires à Marseille, je suis restée très longtemps devant cette porte. Elle ne s'est pas ouverte, mais elle n'en avait pas besoin. Un frisson glacial m'a traversé l'échine. À son retour, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qu'il ne m'avait pas encore dit. Il a retiré sa montre, l'a posée sur la table et m'a regardé calmement. Il m'a répondu, « Tout le monde a un passé. » Je l'ai interrogé sur le présent. Il est resté silencieux quelques secondes avant de répliquer que je devais simplement jouer mon rôle convenablement. Je suis restée longtemps dans cette pièce froide, écoutant ces mots s'enfoncer au plus profond de mon cœur. Notre mariage avait probablement commencé à pourrir dès cette nuit-là. Je m'étais trompée, et le prix de cette illusion était que je devais aujourd'hui signer seul les formulaires de chirurgie et franchir seul la frontière entre la vie et la mort. Pendant ce temps, mon mari tenait probablement un parapluie pour la femme qu'il aimait sur la plage. Je me suis juré que si mon fils et moi survivions à cette nuit, je ne serais plus jamais la femme naïve que j'avais été. À 3 heures du matin, j'ai repris conscience sous les lumières blanches et froides de la salle de réveil. La première émotion que j'ai ressentie n'était pas la douleur, mais le vide. J'ai posé la main sur mon ventre. Il était plat, mou et froid. Une terreur atroce m'a serré le cœur, et je me suis redressée d'un coup en demandant où était mon bébé. Une infirmière s'est précipitée et m'a pris les épaules. Elle m'a dit de me calmer et m'a assuré que mon bébé était en couveuse. Il était prématuré, mais son état était stable. J'ai poussé un très long soupir de soulagement. Il m'a semblé que ce souffle emportait le tout dernier fragment de vie qui me restait dans la poitrine. Mon fils. J'ai fermé les yeux, et des larmes silencieuses ont coulé sur mes joues. Ce n'était pas de joie, mais parce que je savais qu'à partir de cet instant, je n'avais plus le droit d'être faible. Le médecin a noté quelque chose sur son carnet et a demandé négligemment si mon mari n'était pas encore arrivé. Je suis restée silencieuse avant de répondre qu'il était occupé. L'infirmière a semblé un peu déstabilisée mais a forcé un sourire en disant qu'il était probablement en route. Je n'ai rien ajouté. Je savais mieux que quiconque qu'il ne viendrait pas. Il était ailleurs, aux côtés d'une autre. J'ai attrapé mon téléphone portable sur la table de chevet. L'écran s'est allumé, mais il n'y avait aucun appel manqué, aucun message. Il n'y avait absolument aucune trace montrant que cet homme savait que j'avais frôlé la mort. Dès que j'ai ouvert une application d'actualité, mes mains se sont mises à trembler en lisant le premier titre, Adrien Beaumont, PDG du groupe Beaumont, aperçu avec une mystérieuse femme par une nuit pluvieuse sur la côte de Deauville. J'ai cliqué sur l'article. La photo était d'une netteté parfaite. Sous un parapluie noir, Adrien se penchait vers la femme à ses côtés, et ses yeux brillaient d'une tendresse que je ne lui avais jamais connue. La femme le regardait avec un léger sourire, doux comme l'eau. C'était Valérie. L'heure indiquée sur la photo était clairement 2h47 du matin. Au même moment, j'étais allongée sur la table d'opération, perdant tant de sang que le médecin demandait des transfusions en urgence. J'ai fixé cette photo durant de longues minutes, puis j'ai éteint l'écran. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas maudit, je n'ai pas exigé d'explication. Quelque chose en moi s'était brisé définitivement. Quand l'infirmière est revenue changer ma perfusion, me voyant si silencieuse, elle m'a demandé doucement si elle devait appeler mon contact d'urgence. Je lui ai dit que je me débrouillais très bien seule. Elle a semblé vouloir en dire plus, puis s'est tue. Je suis restée immobile dans mon lit pendant un long moment, ne pensant qu'à une seule chose. Si Adrien n'appelait pas une seule fois pour s'enquérir de la santé de son enfant au cours des 7 prochains jours, je considérerais ce mariage comme s'il n'avait jamais existé. Non pas par colère, mais parce que je ne voulais plus vivre une vie qui ressemblait à une pièce de théâtre. Le lendemain matin, on m'a transféré dans une chambre privée. C'était une suite VIP dans une clinique de renommée internationale. Adrien n'était pas venu lui-même, mais fidèle à son habitude de tout organiser de manière irréprochable, son assistant de direction avait dû réserver cette chambre à l'avance. C'était d'une rigueur si froide et parfaite qu'elle m'a donné des frissons. C'est alors que la porte de la chambre s'est ouverte. Ce n'était pas Adrien, mais Monsieur Henri, le chauffeur de longue date de la famille Beaumont.
Il m'a salué et m'a dit qu'il venait me rendre visite. J'ai acquiescé et les remercié. Monsieur Henry a hésité un instant avant de me demander si le président avait appelé. J'ai secoué la tête. Il est resté silencieux un long moment, puis a mentionné que le président avait des affaires urgentes à régler en Normandie. J'ai regardé par la fenêtre et lui ai répondu que je le savais. Monsieur Henry a posé une corbeille de fruits sur la table et a poussé un soupir discret, confiant qu'il ne trouvait pas cela correct. Je l'ai regardé et lui ai demandé d'arrêter. Ce n'était pas pour défendre Adrien, mais je ne voulais plus entendre d'excuses ou de paroles de sympathie en son nom. Plus tard, je suis descendue au service de néonatologie. Mon tout petit bébé, si fragile, était allongé dans une couveuse en verre, le teint encore pâle. En voyant ses minuscules bras et jambes frémir, j'ai eu l'impression que quelqu'un me broyait le cœur. J'ai posé ma main contre la vitre et lui ai murmuré que sa maman était là. Le bébé a bougé ses petits doigts d'infraction. J'ai éclaté en sanglots. C'était la première fois que je pleurais depuis mon admission à la clinique. Non pas de douleur, mais parce que je réalisais que je n'étais plus seule. J'avais un enfant et je devais désormais vivre différemment. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Surprise, j'ai regardé l'écran, le nom d'Adrien Beaumont s'affichait. Mon cœur a loupé un battement. J'ai fixé l'écran un long moment avant de décrocher. Il m'a demandé où j'étais. Sa voix était aussi indifférente que s'il s'enquérait d'un détail insignifiant. Je lui ai dit que j'étais à la clinique. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a demandé ce qu'avait dit le médecin. J'ai laissé échapper un rire amer et lui ai demandé s'il ne le savait vraiment pas. Il m'a répondu qu'il avait été très occupé. C'était une excuse si familière que je n'éprouvais même plus de colère. Je lui ai demandé s'il était au point d'ignorer la naissance de son propre fils. Un long silence s'est installé. Finalement, il a demandé si l'enfant allait bien. J'ai fermé les yeux, lui ai répondu que le bébé allait bien et lui ai dit de se reposer. L'appel s'est terminé ainsi. Il n'y a eu aucun mot d'excuse, aucune autre question, aucune explication. J'ai contemplé l'écran de mon téléphone qui s'éteignait lentement. Je me suis répété, encore 6 jours. S'il ne franchissait pas la porte de cette chambre d'ici 6 jours, je quitterais ce mariage pour toujours. Cette fois-ci, j'étais sérieuse. Le 2e jour après l'accouchement, j'ai réussi à me lever seule. Ma cicatrice me faisait encore souffrir, et le moindre mouvement me donnait l'impression qu'un fil de fer me transperçait le ventre jusqu'à la colonne vertébrale. Autant que possible, je me suis forcée à me lever, non pas parce que je récupérais vite, mais parce que je ne voulais plus attendre allongée. Le matin, j'ai enfilé un pyjama en coton ample que ma mère m'avait préparé. Ma mère ne pouvait pas encore être là car elle se trouvait à Toulouse pour s'occuper de mon grand-père, qui avait eu un malaise soudain. Je ne lui avais pas dit que j'avais accouché prématurément pour ne pas l'inquiéter, et je ne voulais pas que quiconque me voie dans un état aussi misérable. En m'agrippant à la barrière du lit, je me suis redressée centimètre par centimètre. À chaque pas, la douleur était si aveuglante que j'en avais le vertige. Mais en pensant à mon fils dans sa couveuse, je savais que je devais continuer à marcher. J'ai posé ma main sur la vitre transparente et lui ai dit que sa maman était là. Le bébé dormait encore. Il était minuscule et fragile, mais il respirait, il était en vie. Cela suffisait à m'extirper du gouffre. Une jeune infirmière m'a dit doucement que ses réactions étaient excellentes, et que s'il se stabilisait dans les prochains jours, il pourrait rejoindre une chambre classique. J'ai hoché la tête et les remercié. Elle m'a observé un instant avant de me demander si mon mari n'était toujours pas là. Je n'ai pas répondu tout de suite, me contentant de dire qu'il était occupé. L'infirmière n'a pas insisté, mais son regard en disait long. En retournant dans ma chambre, j'ai surpris une conversation entre 2 personnes dans le couloir. Elles chuchotaient que j'étais censée être l'épouse du PDG du groupe Beaumont. Elles cancaneraient sur le fait que j'avais accouché seule et que mon mari était introuvable. J'ai pressé le pas, non par honte, mais parce que je ne voulais plus entendre cela. À mon retour, Monsieur Henry était de retour. Cette fois, il tenait une épaisse enveloppe. Il m'a dit que le président l'avait chargé de me la remettre. Je l'ai prise.
À l'intérieur se trouvaient des certificats d'action et des contrats rédigés à mon nom. Cela représentait 3% des parts du groupe Beaumont. J'ai regardé Monsieur Henry et lui ai demandé pourquoi il m'envoyait cela. Monsieur Henry avait l'air extrêmement mal à l'aise. Il m'a expliqué que le président avait dit que c'était une récompense pour avoir donné naissance à son fils. Un rire sec et glacial m'a échappé. Une récompense. J'ai refermé les documents et j'ai demandé si cet homme pensait vraiment que j'avais mis un enfant au monde pour des parts d'entreprise. Monsieur Henry n'a pas pu aligner un mot. J'ai reposé l'enveloppe sur la table et lui ai dit de la reprendre car je n'en avais pas besoin. Monsieur Henry est resté interdit un instant, m'exhortant à reconsidérer ma décision. Je lui ai répondu que j'y avais assez réfléchi. Ma voix était d'un calme surprenant, même pour moi. Monsieur Henry a soupiré en disant que le président n'était pas doué pour exprimer ses émotions. J'ai regardé par la fenêtre et lui ai répondu que ce n'était pas qu'il ne savait pas s'y prendre, il savait en réalité très bien exprimer ses émotions avec d'autres personnes. Monsieur Henry s'est tu. Je savais qu'il comprenait parfaitement ce que je voulais dire. L'après-midi, l'assistant de direction a téléphoné pour me demander si j'avais besoin de provisions à la clinique. J'ai dit non. Il a mentionné que le président rentrait à Paris ce soir. J'ai marqué un temps d'arrêt et demandé pourquoi. L'assistant a répondu qu'il y avait un conseil d'administration. Je vois. Ce n'était pas pour moi, ni pour l'enfant. C'était uniquement pour les affaires. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai ouvert mon téléphone et fait défiler nos anciens SMS. Presque tous venaient de moi. Ces réponses étaient tardives, courtes, glaciales. Même quand j'envoyais 3 messages d'affilée, il répondait parfois par un simple mot, oui. J'ai fixé ce mot unique durant de longues minutes. Ce simple mot m'avait fait patienter pendant 3 ans. J'ai posé le téléphone. Le 3e jour est arrivé sans nouveau message ni appel manqué. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, la porte s'est ouverte et une femme est entrée. Je l'ai reconnue immédiatement, c'était Valérie. Elle portait une robe blanche, ses cheveux étaient attachés bas, et elle avait cette allure élégante de la photo de Deauville. Elle s'est tenue devant mon lit et a incliné légèrement la tête. Je l'ai regardée et lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle a posé une corbeille de fruits sur la table et a dit qu'elle venait me rendre visite. J'ai eu un rire sans joie. Une visite. Elle m'a dit avoir appris mon accouchement prématuré. Je lui ai demandé en quoi cela la importait que j'aie accouché plus tôt ou non. Elle est restée silencieuse avant de préciser qu'Adrien était en réunion. Je l'ai regardée droit dans les yeux et lui ai demandé si elle venait à sa place. Elle n'a pas répondu. J'ai insisté, lui demandant si elle savait ce qu'il avait fait cette nuit-là. Elle a crispé les mains et a avoué qu'elle le savait. Je lui ai demandé si elle trouvait cela normal. Elle a baissé les yeux en me demandant de ne pas méprendre la situation. J'ai souri faiblement et lui ai dit que je ne me méprenais sur rien puisque j'avais tout vu. Elle a relevé la tête et m'a demandé si je pensais qu'elle avait voulu que les vagues ou les choses se passent ainsi. Je lui ai répondu que ce qu'elle voulait m'indifférait. Elle m'a demandé ce qui m'importait alors. Je lui ai dit que seul mon enfant comptait pour moi. Le silence s'est installé dans la pièce. Je l'ai regardé à nouveau et lui ai ordonné de partir, car je ne voulais plus jamais voir son visage. Elle est restée là quelques secondes avant de s'incliner profondément, de s'excuser et de faire demi-tour. La porte s'est refermée. J'ai poussé un long soupir. Le 3e jour s'était écoulé. Adrien n'avait toujours pas franchi le seuil de cette chambre. Le 4e jour, le médecin m'a enfin permis de tenir mon bébé dans mes bras. Quand l'infirmière me l'a confié, j'avais presque peur de respirer. Il était si léger que j'avais l'impression qu'il allait se briser si je le serrais trop fort. Ma fierté s'est envolée lorsque ses minuscules doigts se sont enroulés autour des miens, mon cœur a tremblé. Je lui ai murmuré que sa maman était là. Le bébé ne pouvait pas encore ouvrir les yeux, mais il serrait fermement mon doigt, comme pour exiger que je ne sois pas faible. Je l'ai nommé Léo. Ce n'était pas un prénom préparé à l'avance, j'y avais pensé alors que j'étais seule sur la table d'opération. Je voulais que sa vie commence sous une lumière éclatante, loin de l'obscurité de mon mariage.
L'après-midi, le chef de service est passé pour sa visite et a examiné mon état. Il a constaté que ma récupération était plus rapide que prévu. Je lui ai dit que je souhaitais sortir plus tôt. Il m'a regardé un instant et m'a demandé si quelqu'un était là pour s'occuper de moi. J'ai répondu que je m'en chargerais seul. Il a froncé légèrement les sourcils, m'avertissant que s'occuper d'un nouveau-né n'était pas chose facile. Je lui ai dit que je le savais. Il a hoché la tête en précisant que si les examens du lendemain étaient bons, nous pourrions lancer la procédure de sortie. Je l'en ai remercié. Après son départ, j'ai contemplé mon fils endormi dans le berceau à côté du lit. Un sentiment totalement nouveau m'a envahi, je ne voulais plus jamais retourner dans cette maison. Non pas par peur, mais parce que je refusais d'élever mon fils dans un endroit où sa propre mère n'était même pas traitée comme un être humain. Ce soir-là, mon téléphone a sonné, affichant le nom d'Adrien. J'ai fixé l'écran quelques secondes avant de répondre. Il m'a demandé si j'étais prête à sortir de la clinique. Sa voix était toujours aussi monocorde. Je lui ai demandé comment il le savait. Il m'a dit que son assistant l'avait informé. J'ai simplement murmuré un acquiescement. Il est resté silencieux un moment avant de me dire qu'il enverrait quelqu'un pour me raccompagner. Je lui ai répondu que je ne retournais pas à la maison. Un silence pesant s'est installé au bout du fil. Il m'a demandé ce que je voulais dire. J'ai répété que je ne remettrais pas les pieds dans cette maison. Ma voix était calme, mais chaque mot était d'une clarté absolue. Il m'a demandé où j'étais en ce moment. Je lui ai dit que j'étais toujours à la clinique. Il a précisé qu'il parlait de l'après-sortie. Je lui ai dit que je n'avais pas encore pris ma décision. Il a poussé un soupir discret et a prononcé mon prénom. Je n'ai pas répondu. Il m'a dit de ne pas me comporter comme une enfant. J'ai ri amèrement et lui ai demandé s'il pensait vraiment que je faisais un caprice. Il n'a rien dit. J'ai poursuivi en lui expliquant que je n'étais pas en colère, mais que je prenais une décision. Il m'a demandé de quel genre de décision il s'agissait. Je lui ai répondu qu'il s'agissait de décider si j'étais encore sa femme ou non. L'atmosphère de son côté est devenue si silencieuse que j'entendais sa respiration. Il m'a demandé de quel genre de bêtises je parlais. Je lui ai dit que ce n'était pas des bêtises et que j'étais parfaitement lucide. Il est resté silencieux encore quelques secondes, puis a dit qu'il était en réunion et que nous en parlerions à son retour. Je lui ai répondu que je ne l'attendrais pas. L'appel a pris fin. J'ai posé mon téléphone sur la table. Le 4e jour s'achevait, et il n'était pas venu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai rouvert la photo d'Adrien sur la plage pluvieuse. Cette fois, je l'ai observé de très près. La façon dont il regardait Valérie était différente de la façon dont il m'avait regardé ces 3 dernières années. Ce n'était pas seulement de la douceur, c'était un regard totalement différent. J'ai soudain réalisé une vérité évidente, ce n'était pas qu'il ne savait pas aimer, c'était simplement qu'il ne m'aimait pas. Le lendemain matin, j'ai effectué les formalités de sortie. Quand l'infirmière m'a remis les papiers à signer, elle m'a demandé une fois de plus si mon contact d'urgence n'était toujours pas arrivé. J'ai souri en lui disant que je pouvais rentrer seule chez moi. Elle m'a regardé un instant avant de me murmurer que j'étais vraiment forte. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de la force, c'était juste que je n'avais pas d'autre option. En franchissant les portes de la clinique, j'ai trouvé Monsieur Henry qui m'attendait déjà. Il m'a fait signe de monter dans la voiture où se trouvait Léo. Je me suis arrêtée devant lui et lui ai demandé de me conduire chez mes parents à Bordeaux. Monsieur Henry a semblé surpris et a demandé si je ne rentrais pas au domaine. Je lui ai dit que je n'y retournerais pas. Il a tenté de protester en évoquant les ordres du président, mais je lui ai simplement répété de démarrer. Il m'a observé un long moment avant de m'ouvrir la portière. Après quelques kilomètres, le téléphone de Monsieur Henry a sonné. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui appelait. Il a décroché, est resté silencieux quelques secondes, puis a confirmé que j'étais bien dans la voiture. Il a jeté un coup d'œil vers moi dans le rétroviseur. Je n'ai pas dit un mot. Il a poursuivi la conversation, confirmant que nous prenions la direction de Bordeaux. La voiture a continué sa route sans changer de direction.
Après avoir raccroché, il m'a dit que le président lui avait ordonné de faire demi-tour. J'ai regardé droit devant moi et lui ai dit de continuer. Il a hésité un instant. J'ai répété mon instruction. Ma voix n'était pas forte, mais elle était ferme. La voiture a poursuivi sa route vers Bordeaux. Le 5e jour se terminait. Il n'était toujours pas venu me voir. Quand nous sommes entrés dans l'allée familière de la maison à Bordeaux, une fine pluie s'est mise à tomber. Ce n'était pas la tempête violente que j'avais affrontée dans le jet, juste une ondée passagère, mais chaque goutte de pluie frappant la vitre me transperçait le cœur. J'ai serré Léo un peu plus fort contre moi. Il dormait si paisiblement. Sa respiration régulière et minuscule me rappelait que j'avais quelqu'un sur qui compter. Monsieur Henry a arrêté la voiture devant la grille et m'a demandé si j'étais vraiment sûr de moi. J'ai hoché la tête. Il m'a regardé une dernière fois, m'avertissant que le président était furieux. J'ai esquissé un faible sourire et lui ai dit que je n'avais plus peur. Monsieur Henry n'a rien ajouté. Il est descendu m'ouvrir la portière. Je suis sortie en portant mon bébé. L'odeur familière de la terre humide du jardin m'a serré la gorge. Mon père, debout sur le porche, s'est figé en m'apercevant. Sa voix était enrouée lorsqu'il m'a demandé pourquoi j'arrivais ainsi sans prévenir. J'ai souri et lui ai dit que je pensais rester quelques jours. Mon père a baissé les yeux vers le bébé dans mes bras, me demandant si c'était son petit-fils. J'ai hoché la tête. Il s'est précipité, les mains tremblantes en effleurant l'épaule du bébé. Ses yeux sont devenus rouges d'émotion. Il m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit de l'accouchement. J'ai baissé les yeux, expliquant que je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Mon père est resté silencieux un moment, puis m'a demandé où était Adrien. Je n'ai pas répondu tout de suite, disant simplement qu'il était occupé. Mon père m'a regardé longuement. Il avait tout compris, mais il n'a pas posé d'autres questions. Ce soir-là, ma mère a téléphoné depuis Toulouse. Mon père l'avait prévenu de la naissance. Je l'entendais pleurer à l'autre bout du fil, me demandant si j'allais bien. Je l'ai rassurée. Elle a commencé à m'interroger sur Adrien, mais mon silence l'a coupée. Elle s'est tue elle aussi, puis, d'une voix très douce, m'a dit qu'elle arrivait immédiatement. J'ai tenté de lui dire de rester avec mon grand-père, mais elle a refusé, affirmant qu'une mère devait être aux côtés de sa fille. Je n'ai pas insisté. Durant ma première nuit chez mes parents, j'ai sombré dans un sommeil très profond. Non pas parce que mon corps ne me faisait plus souffrir, mais parce que pour la première fois en 3 ans, je n'avais pas à guetter les pas d'un homme qui n'ouvrirait jamais la porte de ma chambre. Le lendemain matin, mon téléphone n'a cessé de sonner. Quand j'ai regardé l'écran, j'avais 13 appels manqués d'Adrien. Alors que je fixais l'appareil, il a sonné à nouveau. J'ai décroché. Il a exigé de savoir où j'étais, sa voix étant encore plus glaciale que d'habitude. Je lui ai dit que j'étais chez mes parents. Il m'a ordonné de rentrer immédiatement. Je lui ai répondu que je ne rentrerais pas. Il a prononcé mon nom, et pour la première fois depuis des années, j'ai décelé une pointe d'urgence dans sa voix. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que j'élevais mon enfant. Il a réitéré son ordre de rentrer. Je lui ai dit que ce n'était pas ma maison. L'ambiance au téléphone s'est figée. Il m'a mise au défi de répéter cela. J'ai répété que ce n'était pas ma maison. Après un long silence, il m'a demandé ce que je voulais. Le divorce. Le moment où ce mot a franchi mes lèvres, il m'a semblé léger comme un souffle. En soi, je savais qu'il pesait plus lourd que tout ce que j'avais dit ces 3 dernières années. Il m'a demandé si je plaisantais. Je lui ai dit que non. Il m'a fait remarquer que je venais d'accoucher. Je lui ai dit que j'étais parfaitement saine d'esprit. Il a affirmé qu'il ne l'accepterait pas. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de son accord. Il a poussé un soupir exaspéré et a répété mon nom. Je n'ai pas répondu. Il m'a annoncé qu'il arrivait sur le champ, puis a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table de la salle à manger. Mes mains étaient stables, il n'y avait ni tremblement, ni peur, ni regret. Moins d'1 heure plus tard, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant. Je savais qu'il était là. Mon père,
qui buvait son café sur le porche, s'est levé. Adrien est remonté dans l'allée. Il avait retiré sa cravate et portait une chemise blanche. Il affichait son expression froide habituelle, mais son regard était différent. Il m'a regardé et m'a dit de rentrer avec lui. J'ai secoué la tête. Il a fait un pas de plus, affirmant qu'il pouvait expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de l'entendre. Il a insisté en disant que je devais l'écouter, que je n'étais pas la seule à décider dans ce mariage. Il a hésité. Mon père s'est avancé et a prononcé son nom. Adrien s'est tourné vers lui et l'a salué poliment. Mon père a fait remarquer qu'Adrien savait que j'avais accouché, et qu'il m'avait pourtant laissé venir ici seul. Adrien est resté silencieux. Mon père a poursuivi en déclarant que son petit-fils vivrait ici désormais. Adrien s'est retourné vers moi et m'a demandé si je voulais vraiment divorcer. J'ai hoché la tête. Il m'a demandé si j'en étais sûre. Il est resté interdit un instant avant de prononcer une phrase qui a jeté un lourd silence sur tout le jardin, d'accord. Ce simple mot est tombé dans la cour comme une pierre froide. Ce n'était pas fort, mais c'était assez lourd pour me réduire au silence pendant quelques secondes. Je m'attendais à ce qu'il s'oppose, qu'il s'énerve et qu'il utilise tous les moyens possibles pour me ramener. Mais il a prononcé ce mot aussi négligemment que s'il acceptait de signer un contrat commercial. Je l'ai fixé et lui ai demandé de répéter. Il m'a regardé droit dans les yeux et a répété, d'accord. À mes côtés, mon père a serré les poings. Je sentais qu'il s'efforçait de garder son calme, mais son regard en disait long. Adrien a continué, affirmant qu'il ne voulait pas divorcer, mais que si ma décision était prise, il la respecterait. J'ai eu un rictus méprisant, lui demandant depuis quand il me respectait. Il est resté silencieux un moment avant de prétendre qu'il ne m'avait jamais manqué de respect. Je l'ai fixé longuement. Je lui ai rappelé qu'il m'avait jeté hors d'un avion alors que j'avais perdu les os. Ses poings se sont crispés. Il a souligné qu'il avait appelé une ambulance. J'ai répliqué qu'il l'avait fait tout en partant rejoindre une autre femme. Il n'a plus dit un mot. L'atmosphère dans le jardin était étouffante. Mon père a lentement pris la parole, demandant directement à Adrien s'il considérait toujours ma fille comme son épouse. Adrien n'a pas répondu immédiatement. Il m'a regardé et a dit oui. J'ai eu un rire amer, lui demandant pourquoi il m'avait abandonné ce jour-là s'il me considérait comme sa femme. Il a répondu à voix basse qu'il pensait que je m'en sortirais. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot coupait l'air, je lui ai dit que j'avais failli mourir par sa faute. Il est resté figé. C'était la première fois que je voyais son regard vaciller. Mon père a détourné la tête. Je ne voulais plus rien dire. Mon père a déclaré fermement que Clémence restait ici avec lui. Adrien m'a regardé et a demandé à me parler en privé. Je lui ai répondu que nous n'avions rien à nous dire. Il a insisté. Nos regards se sont croisés, aucun de nous n'a reculé. Finalement, il a dit qu'il m'attendrait près de la voiture. Il a fait demi-tour et est parti. Mon père m'a regardé en silence, me demandant si j'allais y aller. J'ai jeté un œil à Léo qui dormait dans son berceau et j'ai dit à mon père que je revenais tout de suite. Je suis sorti de la propriété. Adrien se tenait à côté de sa voiture. Contrairement à son habitude, il ne s'appuyait pas contre le véhicule, il se tenait très droit, les bras ballants. On aurait dit un homme en attente d'un verdict. J'ai parlé la première. Il m'a regardé et a reconnu qu'il avait eu tort. J'ai marqué un temps d'arrêt. C'était la première fois en 3 ans de mariage que j'entendais ces mots de sa bouche. Il a admis qu'il n'aurait pas dû me faire descendre de l'avion. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de l'entendre. Je lui ai demandé pourquoi il l'avait fait alors qu'il savait très bien ce qu'il faisait, et s'il n'avait que cela à dire. Il a secoué la tête, disant qu'il ne savait pas, qu'il pensait que j'étais forte. Je lui ai répondu que ce n'était pas parce que j'étais forte que je ne ressentais pas la douleur. Il s'est tu. J'ai poursuivi en lui disant que je lui avais donné 7 jours. Il m'a regardé. Je lui ai dit que je savais qu'il ne viendrait pas. D'une voix très basse, il a avoué qu'il avait eu peur. Je me suis arrêtée net.
Il a expliqué qu'il avait eu peur que je ne veuille pas le voir. Je l'ai fixé intensément, lui faisant remarquer qu'il n'avait jamais eu peur de moi auparavant. Il a répondu qu'il avait commencé à avoir peur après ce jour-là. Une brise a soufflé dans la rue étroite devant la maison. Le bruissement des feuilles était net, mais seules ces paroles résonnaient dans ma tête. Je lui ai dit que je maintenais ma décision de divorcer. Il a hoché la tête, disant qu'il le savait et promettant de signer les papiers. Je lui ai demandé s'il était vraiment d'accord avec cela. Il a dit oui. Je lui ai dit que j'élèverais l'enfant et que je ne voulais pas de ses parts d'entreprise. Il a secoué la tête, entraînant une sorte de soupir, affirmant qu'il me les laissait. J'ai répété que je n'en voulais pas. Il a insisté sur le fait qu'il voulait me les donner. J'ai refusé à nouveau. Il m'a observé un long moment avant de dire finalement « D'accord ». Je me suis retournée pour rentrer. Il a appelé mon nom. Je me suis arrêtée. Il m'a dit qu'il n'avait jamais cessé de se soucier de moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je lui ai dit que je n'avais plus besoin de son intérêt maintenant qu'il était trop tard. Sans tourner la tête, je suis rentrée dans la maison. Le soir même, j'ai reçu un projet de convention de divorce de son avocat. C'était réglé avec la même rigueur qu'Adrien appliquait à ses affaires, clair, rapide et précis. J'ai signé sans hésiter. Le 6e jour s'achevait, il ne restait plus qu'une dernière étape pour clore mon mariage. Le 7e jour, je me suis réveillée très tôt. Ce n'était pas parce que Léo pleurait, il dormait paisiblement. À mon réveil, seule une profonde sérénité, que je n'avais jamais ressentie auparavant, emplissait mon cœur. C'était comme l'atmosphère après le passage d'une grande tempête, le ciel était dégagé, même si l'air restait lourd. C'était aujourd'hui que nous soumettions officiellement les documents de divorce au tribunal. J'ai enfilé une robe bleu pâle que ma mère m'avait achetée l'année précédente et que je n'avais encore jamais portée. En me regardant dans le miroir, j'ai réalisé à quel point j'avais perdu du poids, mais mes yeux brillaient plus que jamais. Mon père m'observait depuis le porche. Heureusement, il m'a demandé si ma décision était prise. J'ai dit oui. Il a hoché la tête et a proposé de m'accompagner. J'ai refusé, disant que j'irais seule. Mon père a regardé Léo endormi et a dit qu'il veillerait sur son petit-fils. Je me suis penchée pour déposer un léger baiser sur le front de Léo, lui murmurant que sa maman revenait tout de suite. Je suis sortie de la maison. Je n'ai pas appelé le chauffeur d'Adrien, j'ai pris un taxi. Durant le trajet vers le tribunal, j'ai contemplé le paysage matinal de la ville pendant un long moment. 3 ans plus tôt, j'étais entrée dans ce mariage avec de l'espoir au cœur. Aujourd'hui, j'en sortais l'esprit plus apaisé que je ne l'avais jamais eu. À mon arrivée au tribunal de grande instance, j'ai aperçu Adrien debout près de l'entrée. Il portait sa chemise blanche habituelle, sans cravate, et se tenait seul, sans assistant ni chauffeur. Il m'a vu et a suggéré que nous entrions ensemble. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas refusé non plus. Nous avons marché côte à côte. Son avocat avait préparé tous les documents à la perfection. Il n'y avait aucun litige concernant le partage des biens, et j'avais obtenu la garde exclusive. Le juge nous a regardés tour à tour avant de nous demander si nous avions mûrement réfléchi. J'ai répondu la première, affirmant que j'y avais suffisamment pensé. Le juge a regardé Adrien. Celui-ci a gardé les yeux fixés sur moi en déclarant qu'il respectait la décision de son épouse. Entendre ces mots n'a pas provoqué le moindre tressaillement en moi, non pas parce que mes sentiments s'étaient taris, mais parce que j'avais épuisé toute l'énergie que je pouvais consacrer à ce mariage depuis bien longtemps. Au moment de signer les actes de confirmation, j'ai tenu le stylo un instant de plus que nécessaire. Ce n'était pas par hésitation, mais parce que je voulais graver ce sentiment en moi, celui de clore officiellement un chapitre de mon existence. En quittant le bureau, Adrien a marché à mes côtés sans dire un mot. Arrivé dans le couloir, il s'est arrêté. Il a prononcé mon nom et je me suis retournée. Il a proposé de me raccompagner. Je lui ai dit que je pouvais rentrer seule. Il a insisté sur le fait qu'il tenait à le faire. Je l'ai regardé quelques secondes avant d'acquiescer. Ce n'était pas parce que j'avais besoin d'un trajet, mais je voulais simplement que tout se termine proprement. Nous n'avons pas parlé dans la voiture.
Le paysage de la ville défilait derrière la vitre. C'était une route familière, mais aujourd'hui, elle me paraissait différente. Arrivé devant chez mes parents, il a arrêté le véhicule mais a laissé tourner le moteur. Il m'a demandé s'il pouvait voir le bébé. Je l'ai regardé et j'ai dit oui. Il m'a suivi dans le jardin. Mon père tenait Léo. En voyant Adrien, mon père s'est figé un court instant. Adrien a salué poliment. Mon père a fait remarquer que les formalités étaient accomplies, sous-entendant qu'il n'était plus son beau-père, puis a fait un bref signe de tête. Adrien s'est approché et a contemplé le bébé un long moment. Il m'a demandé s'il pouvait le tenir une fois. J'ai acquiescé. Adrien a pris Léo avec une précaution extrême, ses doigts tremblant légèrement. C'était la première fois que je le voyais dans un tel état. Il a murmuré que le bébé me ressemblait. Je n'ai pas répondu. Il a regardé l'enfant un moment avant de me demander si je lui avais donné un prénom. Je lui ai dit qu'il s'appelait Léo. Il a hoché la tête et a demandé ce que cela signifiait. Je lui ai expliqué que c'était pour que sa vie commence avec force et lumière. Il est resté silencieux avant de murmurer qu'il était désolé. Je l'ai regardé. Je l'avais déjà entendu, mais il avait visiblement besoin de le répéter. Je lui ai dit que je l'avais entendu. Il a baissé les yeux, affirmant qu'il restait le père de l'enfant et qu'il n'avait pas l'intention de nier ce fait. Il m'a regardé en disant qu'il prendrait ses responsabilités. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de sa responsabilité. Il a répondu qu'il en avait besoin pour lui-même. Je n'ai rien ajouté. Après un moment, et a redonné le bébé à mon père. Il a pris congé. Mon père a hoché la tête. Adrien s'est tourné vers moi et m'a assuré qu'il ne m'importunerait plus. Je suis resté là à l'observer attentivement. Il a fait demi-tour et a franchi la grille. Cette fois, je ne l'ai pas rappelé. Le 7e jour était achevé. Mon mariage avait officiellement tiré sa révérence. Je pensais que ma vie allait lentement s'apaiser, mais je me trompais. Au lieu du calme, une tempête plus puissante, secrète et dangereuse se préparait. 3 jours après mon retour à Bordeaux, mon nom a commencé à apparaître dans les pages financières de la presse locale. Non pas en tant qu'ex-épouse d'Adrien Beaumont, mais comme actionnaire détenant 3% du groupe Beaumont. J'ai fixé l'article sur mon écran pendant un long moment. J'étais pourtant certaine d'avoir refusé ces parts, mais mon nom figurait clairement dans le registre public des actionnaires. J'ai immédiatement appelé l'avocat. Je lui ai dit que je n'avais pas accepté ces actions. L'avocat a marqué un temps d'arrêt, m'expliquant que le camp du PDG Adrien Beaumont avait déjà procédé au transfert de propriété. J'ai protesté en affirmant que je n'avais rien signé. Il m'a expliqué que le président disposait de l'autorité interne nécessaire pour effectuer ce transfert. J'ai raccroché. Adrien avait forcé la procédure sans mon accord ni m'en informer. Je suis resté figé près de la fenêtre durant un long moment. Il avait affirmé qu'il ne m'importunerait plus, mais il m'avait tout de même lié à lui. Cet après-midi-là, une voiture familière s'est garée devant la grille. Ce n'était pas celle d'Adrien, ni une voiture de fonction. C'était celle de Valérie. En regardant par la fenêtre, je l'ai vue descendre. Elle portait une robe blanche comme à son habitude, mais aujourd'hui, elle n'avait pas cet air doux. Elle semblait terrifiée. Mon père a ouvert la porte et lui a demandé qui elle cherchait. Elle a répondu qu'elle venait me voir. Je suis sorti sur le porche. Valérie m'a dévisagé et a déclaré que nous devions parler. Je lui ai répondu que nous n'avions rien à nous dire. Elle a insisté. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Elle a serré les poings et a évoqué les actions. J'ai marqué un temps d'arrêt. Je lui ai dit que cela n'avait rien à voir avec moi. Elle a soutenu le contraire, affirmant que même si j'avais refusé, Adrien me les avait imposés. Je lui ai dit que j'étais au courant. Elle a exigé que je les lui rende, sa voix étant basse mais très distincte. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé pourquoi je ferais cela. Elle a prétendu qu'il s'agissait des actifs d'Adrien. J'ai fait remarquer que je ne les avais jamais demandés. Elle a répliqué que je les possédais malgré tout. Je lui ai dit que je n'y avais même pas touché.
Elle a fait un pas en avant, exigeant à nouveau leur restitution. J'ai laissé échapper un rire. Je lui ai demandé de quel droit elle venait me faire des exigences. Elle a affirmé qu'elle allait bientôt l'épouser. Je l'ai regardée longuement. Je lui ai demandé si elle en était bien sûre. Elle s'est tue. J'ai poursuivi en lui disant que si elle en était si sûre, elle ne devrait pas être ici à me parler, mais qu'elle devrait s'adresser directement à lui. Elle s'est mordu la lèvre et a admis qu'Adrien ne l'écoutait pas. J'ai eu un rire sans joie. Ce léger mépris a suffi à la faire pâlir. Je lui ai dit que ce n'était pas mes affaires. Elle m'a jeté un regard plein de ressentiment, me demandant si je ne pensais pas être cruelle. Cruelle ? J'ai souligné que c'était elle qui exigeait des actions dont je ne voulais pas et que je n'avais même pas accepté. Elle s'est tue. La tension entre nous était palpable, on entendait distinctement le vent souffler dans la cour. Finalement, elle a murmuré qu'Adrien avait encore des sentiments pour moi. Je l'ai regardé. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin, mais qu'il semblait qu'elle oui. Cette phrase l'a paralysée. Sa fausse douceur s'est évanouie, remplacée par une réelle insécurité que je ne lui avais jamais vue. Je lui ai dit que je n'étais pas sa rivale et que j'allais pas me battre contre elle. Elle m'a regardé et a souligné que j'étais pourtant toujours là. J'ai demandé où. Elle a répondu que j'étais toujours dans sa tête. Je suis restée silencieuse quelques secondes avant de lui dire que je n'y étais plus. Elle a secoué la tête, insistant sur le fait que si. Je lui ai jeté un regard tranchant et lui ai dit d'aller lui poser la question elle-même. Elle est partie, et je suis restée un long moment dans la cour. L'après-midi, l'avocat a rappelé pour m'informer d'un détail important. Ces 3% n'étaient pas seulement une récompense. J'ai dit que je savais qu'il s'agissait du vote décisif lors de l'Assemblée des actionnaires. L'avocat a semblé surpris et m'a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai expliqué que cela signifiait que le PDG Adrien Beaumont m'avait donné le pouvoir d'influencer directement le conglomérat. Je me suis arrêtée net. Même après le divorce, je réalisais que j'avais été entraînée sur un tout autre échiquier. Un jeu auquel je ne m'étais pas préparée, mais que je ne pouvais éviter. Après avoir raccroché, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Détenir 3% des actions pouvait sembler insignifiant, mais s'il s'agissait du vote décisif lors d'une assemblée générale, ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de pouvoir, de statut, et la carte maîtresse qu'Adrien n'avait jamais cédée à personne en dehors de la famille. Je me suis assise près du berceau de Léo pendant de longues heures. Il dormait paisiblement, ignorant tout du tourbillon dans lequel sa mère venait d'être aspirée. J'ai rouvert le registre des actionnaires sur mon téléphone. Mon nom apparaissait bien comme le 5e plus grand actionnaire du groupe Beaumont, non pas comme l'épouse du président, mais comme actionnaire indépendante. Cela signifiait que je ne pouvais plus rester simple spectatrice. Le lendemain matin, l'avocat a de nouveau appelé pour m'annoncer qu'une assemblée générale extraordinaire était prévue pour la semaine suivante. J'ai demandé si je devais y assister. Il me l'a vivement conseillé. Je lui ai dit que je n'avais jamais participé à cela. Il a répondu que cette fois-ci était différente. J'ai demandé pourquoi. Il est resté silencieux un instant avant d'expliquer que quelqu'un tentait de destituer Adrien de son poste de PDG. J'ai retenu mon souffle et demandé de qui il s'agissait. Il a précisé que c'étaient les actionnaires minoritaires soutenus par Antoine Beaumont. J'ai fouillé dans ma mémoire, l'oncle Antoine était l'oncle d'Adrien, l'homme qui avait tenté un coup d'État manqué pour prendre le contrôle de l'entreprise 3 ans auparavant. Je lui ai demandé quel était le rapport avec moi. L'avocat m'a répondu que mes 3% pouvaient faire pencher la balance. J'ai serré mon téléphone, déclarant que je ne voulais pas m'en mêler. Il m'a prévenu qu'il viendrait me chercher. J'ai dit que je refuserais simplement de les voir. Il m'a conseillé de me préparer, puis l'appel a pris fin. Je suis restée longtemps sur le porche. La brise matinale caressait les arbres, mais mon esprit n'était plus tranquille. J'avais quitté ce mariage, mais je n'avais pas encore totalement échappé au monde d'Adrien Beaumont. Cet après-midi-là, une voiture inconnue s'est garée devant la grille. Ce n'était ni celle d'Adrien, ni celle de Valérie. C'était une berline noire immatriculée à Paris. Mon père est sorti demander qui il cherchait.
Un homme d'âge mûr est descendu du véhicule et a demandé à voir Clémence. Je me suis avancée sur le porche et ai répondu que c'était moi. Il a souri poliment et s'est présenté comme étant Antoine Beaumont. Je l'ai regardé quelques secondes, disant que je savais qui il était. Il a hoché la tête, demandant si nous pouvions nous entretenir brièvement. Je lui ai dit que nous n'avions rien à nous dire. Il a insisté, affirmant que cela ne prendrait que quelques minutes. Mon père m'a regardé en silence, me demandant si je voulais l'écouter. J'ai acquiescé. Nous nous sommes assis face à face à la table en bois du porche. L'oncle Antoine a regardé autour de lui, faisant remarquer à quel point la maison était calme. Je lui ai dit que j'aimais le calme. Il a ricané, notant que certaines situations ne pouvaient pas se résoudre dans le calme. Je lui ai répondu que cela ne me concernait pas. Il a contesté mon affirmation et a posé un dossier sur la table. 3% des actions, a-t-il dit. Je lui ai répondu que j'étais au courant. Il m'a demandé si j'avais conscience de la valeur de ces actions. J'ai dit que cela m'importait peu. Il m'a observé longuement, suggérant que je devrais m'y intéresser. J'ai demandé pourquoi. Il a expliqué que c'était le pouvoir de changer la personne assise dans le fauteuil de PDG. Je lui ai dit que je n'avais aucune intention de changer quoi que ce soit. Il a ri, soulignant que j'en avais le droit, même si je ne voulais pas m'en servir. Il s'est approché, me rappelant ce qu'Adrien m'avait fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux, lui disant que c'était mon affaire personnelle. Il a mentionné que je pouvais aussi lui restituer les actions. J'ai répondu que ce n'était pas nécessaire. Il m'a demandé si je ne voulais pas me venger. J'ai eu un rictus et ai dit non. Il m'a observé, faisant remarquer que je n'étais pas la personne qu'il imaginait. Je lui ai répondu que je n'avais aucun désir d'être celle qu'il croyait. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a souligné qu'Adrien n'était pas le genre d'homme à céder le pouvoir facilement. J'ai acquiescé, disant que je n'avais rien demandé mais qu'il me les avait donnés quand même. Il m'a demandé si je n'étais pas curieuse de savoir pourquoi. Il a soupiré, m'exhortant à y réfléchir. Je lui ai dit que c'était inutile. Il s'est levé. Je l'ai informé que je n'assisterai pas à l'assemblée de la semaine prochaine. Il m'a regardé une dernière fois, se disant certain que je serais présente. Je n'ai pas répondu. Il est monté dans sa voiture et est parti. Je suis restée seule sur le porche. Mon père s'est approché, faisant remarquer qu'Antoine était un morceau difficile. J'ai acquiescé. Mon père m'a demandé ce que j'allais faire. J'ai regardé Léo endormi dans mes bras et j'ai dit que j'irais à cette réunion. Mon père a semblé surpris, me demandant si ma décision était prise. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que j'en avais fini de laisser les autres décider de ma vie. Ce jour-là, j'ai compris une vérité, le divorce n'était pas seulement la fin d'une vie passée, c'était aussi le début d'une nouvelle bataille. Une semaine plus tard, j'ai laissé Léo à ma mère et j'ai pris un vol pour Paris afin d'assister à ma toute première assemblée générale des actionnaires. La nuit précédant mon départ, je n'ai pas fermé l'œil. Ce n'était pas par nervosité, mais parce que je savais que le lendemain, je remettrais les pieds dans le monde d'Adrien. Mais je ne m'y présenterais pas comme son épouse, je m'y présenterais dans un rôle totalement différent, en tant que personne détenant le pouvoir de décider de son avenir. Le matin, j'ai enfilé un tailleur pantalon bleu marine foncé, un maquillage discret et aucun bijou voyant. Je ne voulais pas ressembler à une femme abandonnée et pitoyable. Je voulais me tenir droite en tant que Clémence, l'actionnaire. Avant que je ne franchisse la porte, ma mère a prononcé mon nom. Elle m'a demandé si j'étais sûre de moi. Je lui ai répondu que j'avais les documents. Elle m'a regardé un instant, me rappelant que quoi qu'il arrive, ma famille serait toujours derrière moi. J'ai hoché la tête et lui ai dit que je le savais. Je suis montée dans la voiture. Ce n'était pas celle d'Adrien, ni un véhicule de l'entreprise, c'était une voiture de location que j'avais réservée moi-même. Au moins pour aujourd'hui, je voulais maintenir une distance absolue. Le siège du groupe Beaumont, situé à La Défense, se dressait toujours aussi haut, froid et imposant qu'il y a 3 ans, transpirant le pouvoir. Mais mon ressenti en y pénétrant était totalement différent. Autrefois,
j'y entrais comme l'épouse du président. Aujourd'hui, j'y entrais comme l'actionnaire détenant le vote décisif. La réceptionniste s'est levée immédiatement en m'apercevant. J'ai hoché la tête, lui disant que je venais pour l'assemblée des actionnaires. Elle m'a dirigé vers la grande salle de réunion au 50e étage. Je suis montée dans l'ascenseur. La femme qui se reflétait dans le miroir était totalement différente de celle d'il y a 3 mois. Il n'y avait plus d'attente dans mon regard, plus d'hésitation, seulement une assurance inflexible. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le couloir était déjà bondé. La plupart des grands actionnaires s'étaient rassemblés. Certains m'ont regardé avec surprise, d'autres m'ont salué d'un geste de la tête, tandis que d'autres m'examinaient de la tête aux pieds. Les portes de la salle se sont ouvertes et je suis entrée. Adrien était assis en bout de table. En me voyant entrer, il s'est figé une seconde, mais ce fut fugace. Rapidement, il s'est levé et m'a salué d'un « bonjour ». Sa voix était toujours aussi monocorde, mais son regard n'était plus froid. Il y avait dans ses yeux une lueur que je ne saurais décrire. L'oncle Antoine était assis du côté gauche de la table. Il m'a vu et a souri, disant qu'il savait que je viendrais. J'ai répondu que j'avais dit que je viendrais. Il a hoché la tête, l'air satisfait. Adrien a pris la parole pour ouvrir la séance. L'atmosphère dans la salle s'est instantanément tendue. Je me suis assise à la place portant mon chevalet. La petite plaque indiquait clairement « Clémence, actionnaire ». Elle ne disait pas Clémence Beaumont, épouse du président, juste Clémence. J'ai fixé cette plaque durant un long moment. La séance a débuté par les rapports financiers, suivi de l'ordre du jour le plus crucial, la motion de destitution du PDG. L'oncle Antoine s'est levé le premier. Il a déclaré que le conglomérat avait besoin d'une nouvelle direction. Personne n'a parlé. Il a regardé Adrien droit dans les yeux, soutenant qu'il ne pouvait laisser leur stratégie à long terme entre les mains d'un homme si jeune et imprudent. Adrien n'a pas réagi. Antoine a poursuivi, proposant formellement un changement de direction. La salle s'est figée. Un autre actionnaire a demandé qui était le candidat alternatif. Antoine a souri, disant que c'était quelqu'un qui ne surprendrait personne. Tout le monde savait que ce coup d'État se préparait depuis longtemps. Adrien est resté silencieux. Finalement, il a posé son regard sur moi. Il n'a rien dit, mais j'ai compris ce que ses yeux exprimaient, il ne me suppliait pas de l'aider, et il ne s'opposait pas non plus à la motion. Il attendait simplement ma décision. Antoine s'est tourné vers moi, me demandant mon avis. Tous les regards se sont braqués sur moi. J'ai balayé la pièce des yeux avant de parler très lentement. J'ai dit que j'avais une question. Antoine m'a invité à la poser. J'ai demandé quelle était la nouvelle stratégie si nous changions de PDG. Antoine a été momentanément pris de court. Il a répondu qu'ils allaient restructurer le système d'investissement. J'ai demandé comment exactement il comptait le restructurer. Il a bafouillé quelques secondes, disant qu'il présenterait cette partie plus tard. J'ai hoché la tête. J'ai déclaré que, dans ces conditions, je ne pouvais approuver la motion pour le moment. L'ambiance dans la salle a basculé. Antoine m'a fusillé du regard, exigeant de savoir de quel côté je me situais. J'ai répondu très calmement que j'étais du côté de l'entreprise. Adrien n'a toujours pas prononcé un mot, mais je l'ai vu pousser un soupir de soulagement discret pour la première fois. À la suite de ma réponse, le courant dans la pièce a nettement changé. Ce n'était plus seulement une assemblée d'actionnaires, c'était devenu une partie d'échecs féroce, et je venais de faire le premier coup. L'oncle Antoine me fixait intensément, son regard ayant perdu toute la politesse dont il avait fait preuve sur mon porche quelques jours plus tôt. Il m'a rappelé de ne pas oublier que c'était Adrien qui m'avait donné ses actions. Je lui ai dit que j'en étais consciente. Il a insisté sur le fait que je devais savoir exactement où me situer. Je l'ai regardé droit dans les yeux, lui répondant que je me tenais à ma place d'actionnaire. Quelques personnes dans la salle ont échangé des regards. Personne ne l'a exprimé, mais il était évident que tout le monde attendait de voir comment la situation allait évoluer. Adrien restait silencieux, sans dire un seul mot. Antoine a repris la parole, me demandant si je pensais vraiment qu'Adrien m'avait donné ses actions pour le bien de l'entreprise.
J'ai déclaré que je ne prenais pas de décision basée sur des conjectures, mais qu'il fallait analyser la situation et que je me fiais uniquement aux données. Antoine a froncé les sourcils, m'accusant de le protéger. J'ai répliqué que je protégeais simplement les intérêts des actionnaires. L'atmosphère s'est encore alourdie. L'un des principaux actionnaires assis en bout de table est intervenu, disant qu'il était d'accord avec Clémence. Les regards se sont tournés vers lui. Il a poursuivi en affirmant qu'il ne pouvait destituer le PDG sans un plan alternatif concret. Un autre actionnaire a hoché la tête en signe d'accord. Le vent a tourné en un instant. Antoine a balayé la pièce du regard, ses yeux devenant glacials. Ce n'est qu'alors qu'Adrien a enfin pris la parole. Il a dit que s'il n'y avait pas d'autres avis, il passerait au vote. Sa voix était aussi stable que d'habitude, mais je devinais qu'il s'efforçait de contrôler sa respiration. Les bulletins ont été distribués. J'ai gardé mon morceau de papier en main durant de longues minutes. 3%. Un vote unique. Mais c'était le vote qui pouvait faire vaciller Adrien de son trône. J'ai baissé les yeux vers le papier, pris mon stylo et signé. Une fois les votes collectés, la salle s'est enveloppée de silence. Personne ne parlait, personne ne bougeait. La secrétaire s'est levée et a annoncé les résultats. Le silence était de plomb. La motion de destitution du PDG avait été rejetée. Quelqu'un a laissé échapper un soupir de soulagement discret. D'autres ont hoché la tête, et quelques regards se sont tournés vers moi. L'oncle Antoine s'est levé très lentement. Il a dit « D'accord », me regardant en admettant qu'il m'avait sous-estimé. Je n'ai pas détourné le regard, lui répétant que je n'avais jamais été dans le camp de personne. Il a ricané, faisant remarquer que je m'étais pourtant rangé du côté d'Adrien. Je lui ai répondu que je m'étais simplement rangé du côté du groupe Beaumont. Il n'a plus dit un mot. Il a rassemblé ses dossiers et est sorti sans se retourner. Quand la porte s'est refermée, l'atmosphère étouffante s'est légèrement allégée. Mais je savais que cette guerre n'était pas tout à fait finie, elle était simplement suspendue. Adrien était toujours assis sur sa chaise. Il ne s'est pas levé tout de suite. Il a fixé la table en silence quelques secondes avant de se redresser lentement. Il a remercié l'assemblée. Sa voix était calme, mais la façon dont il me regardait ne trahissait plus aucune urgence. C'était de la gratitude pure et indéniable. Après la réunion, les actionnaires ont quitté la salle un par un. Seul Adrien et moi sommes restés. Il s'est approché de moi, me disant que je l'avais encore sorti d'affaire. Je lui ai répété que je n'avais pas fait cela pour le sauver. Il a dit qu'il le savait, supposant que je n'avais pas approuvé la motion parce que les données étaient insuffisantes. J'ai répondu que j'étais ravi qu'il ait compris. Il est resté silencieux quelques secondes avant de me remercier tout de même. Je me suis levé, disant que j'avais simplement fait mon travail. Il a marqué un temps d'arrêt avant de me proposer de me raccompagner. Je lui ai dit que je pouvais rentrer seul. Il a insisté, mais j'ai répondu que ce n'était pas nécessaire. Il n'a pas insisté. Je suis sorti de la salle de réunion, mais avant que je n'aie fait plus de quelques pas dans le couloir, il a appelé mon nom. Je me suis arrêté. Il m'a avoué qu'il ne pensait pas que je viendrais vraiment. Je lui ai rappelé que j'avais dit que je viendrais. Il a admis qu'il pensait que je l'éviterais. Je lui ai répondu que je ne me cachais plus. Il m'a regardé longuement, constatant que j'avais changé. Je lui ai dit que j'avais dû changer parce qu'il n'avait pas protégé notre enfant. Il s'est tu. Alors que je recommençais à m'éloigner, et a repris la parole pour m'annoncer qu'il n'avait pas encore finalisé la procédure de divorce. Je me suis retournée, lui demandant ce qu'il voulait dire. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas encore signé l'acte de confirmation finale. Mon cœur a manqué un battement. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu qu'il voulait me poser une dernière question. Me demander si je voulais vraiment le quitter. Je l'ai regardé longuement. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il n'a pas répondu. J'ai déclaré clairement, oui. Il a fermé les yeux une seconde, puis a hoché la tête, disant qu'il comprenait. Mais j'avais le sentiment que quelque chose n'était pas encore tout à fait terminé. Après la réunion de ce jour-là,
j'ai repris la route directement pour Bordeaux en fin d'après-midi. Durant le trajet, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je ne voulais lire aucun message, ni entendre aucune excuse. Juste après avoir passé la sortie d'autoroute, mon téléphone a sonné, le nom d'Adrien est apparu. J'ai attendu quelques secondes avant de décrocher. Il m'a annoncé qu'il se rendait à Bordeaux. Je lui ai dit qu'il était inutile de venir me voir. Il a insisté, affirmant qu'il le devait. Je lui ai rappelé que j'avais déjà exprimé mes intentions très clairement. Il a répondu qu'il n'avait pas fini de parler. Je lui ai dit que j'avais entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Un silence s'est installé un instant, puis il a répété qu'il était en route. L'appel a pris fin. Je n'ai pas rappelé, je n'ai pas contesté, et je n'ai pas cherché à deviner ce qu'il allait dire. J'étais fatiguée de ce schéma qui consistait à le voir apparaître précisément au moment où je m'y attendais le moins. Quand je me suis garée devant chez mes parents et que je suis descendue en portant Léo, j'ai immédiatement aperçu sa voiture garée devant. Adrien se tenait à côté. Il avait retroussé les manches de sa chemise blanche, sans veste ni assistant, arborant une allure inhabituellement informelle. Mon père était sur le porche. Il a regardé Adrien un instant et lui a dit « Vous êtes de retour ». Adrien a hoché la tête et l'a salué. Mon père n'a rien ajouté et est rentré à l'intérieur. Adrien m'a regardé, répétant que nous devions parler. J'ai dit que nous n'avions rien à nous dire. Il a insisté. Je lui ai dit que je pensais que nous avions déjà tout dit, mais il m'a répondu que non. Sa voix était basse, mais extrêmement ferme. Je suis entrée dans la maison en portant Léo, et il m'a suivi. J'ai couché le bébé dans son berceau, je me suis retournée et j'ai fait face à Adrien. Je lui ai dit de parler. Il est resté figé quelques secondes, puis m'a demandé de revenir à la maison. J'ai répondu que je n'y retournerais pas. Il m'a alors dit qu'il déménagerait. J'ai marqué un temps d'arrêt, lui demandant ce qu'il voulait dire. Il a expliqué qu'il s'en irait pour que je puisse m'y installer. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. Il a proposé de transférer la pleine propriété et le contrôle du domaine à mon nom. J'ai répété que je n'en avais pas besoin. Il m'a promis qu'il ne laisserait jamais Valérie y remettre les pieds. Je lui ai jeté un regard acéré, répétant que je n'irais pas. Il est resté silencieux un instant, disant qu'il le savait, mais qu'il voulait simplement que je sache qu'il essayait de réparer ses erreurs. Je lui ai répondu que je n'avais aucune raison de le regarder essayer. Il a dit qu'il voulait me le montrer malgré tout. Une atmosphère pesante a envahi la pièce. Il a regardé Léo qui dormait. Il a avoué qu'il n'avait jamais pensé qu'il me perdrait vraiment. J'ai eu un faible rire. Je lui ai fait remarquer qu'il n'avait probablement jamais pensé avoir besoin de moi non plus. Il ne l'a pas nié, disant qu'il l'avait réalisé après mon départ ce jour-là. Réalisé quoi? À quel point j'avais été présente à ses côtés. Je lui ai rappelé que cela avait duré 3 ans. Il a dit qu'il le savait, mais qu'il n'avait pas vraiment regardé. Je l'ai fixé, acquiesçant silencieusement. Il avait l'air perdu. J'ai parlé très lentement, lui rappelant que j'avais attendu pendant 3 ans, et que je n'allais plus attendre désormais. Il a serré les poings et m'a assuré qu'il n'aimait pas Valérie. J'ai marqué un temps d'arrêt, lui demandant ce qu'il voulait dire. Il a répété qu'il ne l'aimait pas. Je lui ai demandé quel était le sens de tout ce qu'il avait fait. Il est resté silencieux un instant avant d'expliquer qu'il pensait que c'était sa responsabilité. Je lui ai rappelé que j'étais sa responsabilité moi aussi. Il m'a regardé, reconnaissant qu'il le savait mais qu'il l'avait choisi, elle. Puis il s'est tu. J'ai continué, lui rappelant ses propres mots, qu'un enfant pouvait toujours être conçu plus tard. Il a fermé les yeux très fort, me demandant si j'avais tout entendu. Je lui ai répondu que je m'en souvenais parfaitement. Il a rouvert les yeux, répétant qu'il était désolé. Je lui ai dit que je n'avais plus besoin de ces mots. Il m'a observé longuement, disant qu'il voulait essayer à nouveau. J'ai refusé, pour le bien de l'enfant et pour nous deux. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus de « nous ». La pièce est restée silencieuse, seul le souffle de Léo dans son berceau était audible.
Adrien s'est tenu là durant un lourd moment avant de parler enfin. Il a annoncé qu'il signerait. Je n'ai pas répondu. Il a précisé qu'il parlait des papiers définitifs. J'ai dit que je le savais. Il s'est tourné vers la porte, mais avant de sortir, il s'est arrêté. Et a répété qu'il restait le père de l'enfant et qu'il n'avait jamais nié ce fait. Il a hoché la tête, affirmant qu'il n'abandonnerait pas son fils. J'ai dit que je le savais. Finalement, il a franchi la porte. Je suis restée seule dans la pièce. C'était la première fois qu'il me lâchait véritablement la main, mais je savais que tout n'était pas encore terminé. Après le départ d'Adrien, je pensais que les choses allaient doucement s'estomper. Mais à peine 3 jours plus tard, à 8 heures du matin, l'avocat m'a recontacté. Sa voix n'était pas aussi calme que d'habitude. Il m'a informé que la prochaine assemblée des actionnaires avait été avancée. J'ai demandé à quel point. Demain après-midi, a-t-il répondu. Je me suis figée, demandant pourquoi une telle soudaineté. Il m'a expliqué que l'oncle Antoine rachetait agressivement de nouvelles parts. J'ai dit que je pensais que tout était réglé lors de la dernière réunion. Il a répondu que cette fois-ci, ils étaient pleinement préparés. Je suis restée silencieuse quelques secondes, demandant si le président était au courant. Il a dit oui. J'ai demandé ce qu'avait dit Adrien. L'avocat m'a répondu que le président souhaitait me voir. J'ai dit que je ne le rencontrerais pas. L'avocat a soupiré, affirmant que cette fois-ci était différente, et que si je ne me présentais pas, Adrien serait véritablement évincé. J'ai baissé les yeux vers Léo dans son berceau. Il venait de s'éveiller mais n'avait pas encore ouvert les yeux. Il était si petit et précieux, comme un éclat de lumière. J'ai dit à l'avocat que je serais là. Le lendemain après-midi, je suis retournée au siège à Paris, mais l'atmosphère était totalement différente. Le parking était plein et les couloirs bondés. Les regards que l'on me jetait n'étaient plus seulement curieux, ils étaient tendus d'attente. Quand je suis entrée dans la salle de réunion, Adrien était déjà là. Mais aujourd'hui, il n'était pas assis à la place d'honneur au centre, il se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. En m'apercevant, il s'est retourné et m'a demandé si j'étais venue. J'ai répondu que je lui avais dit que je serais là. Il m'a dit merci. Je lui ai répété que je n'étais pas là pour le sauver. Il a dit qu'il le savait. La séance a débuté plus tôt que prévu. Il n'y a pas eu de long rapport financier ni d'introduction courtoise. L'oncle Antoine s'est immédiatement levé. Il a annoncé une nouvelle proposition et a jeté un épais dossier sur la table. Il a déclaré qu'au cours des 3 derniers mois, le conglomérat s'était engagé dans de nombreux investissements à haut risque. Quelques actionnaires ont échangé des regards. Antoine a poursuivi, affirmant que ces investissements avaient tous été autorisés unilatéralement par le PDG. J'ai regardé Adrien, mais il est resté silencieux. Antoine a affirmé qu'ils avaient besoin d'une direction plus stable. Un actionnaire important a demandé des preuves. Antoine a ouvert les dossiers et les a présentés, affirmant que tout était là. J'ai feuilleté les documents pour en vérifier le contenu. Les chiffres étaient assez clairs, mais j'ai remarqué un détail, certains dossiers d'investissement manquaient totalement de contexte, et plusieurs décisions n'avaient pas de relevé pour des périodes cruciales. J'ai levé les yeux et dit que j'avais une question. Antoine m'a invité à la poser. J'ai demandé pourquoi ces propositions d'investissement ne comprenaient pas de rapport de projection à long terme. Il a marqué un temps d'arrêt avant de répondre que ce n'était pas nécessaire. J'ai affirmé que ces documents étaient absolument indispensables. Tous les regards se sont braqués sur moi. J'ai ajouté que sans projection à long terme, il était impossible d'évaluer correctement le risque de ces investissements. Le grand actionnaire a hoché la tête, d'accord avec moi. Antoine m'a fusillé du regard, demandant si je prenais encore le parti de cet homme. J'ai répondu que je ne faisais que lire les données. L'air dans la pièce est devenu étouffant. Antoine m'a demandé mon avis final. Je lui ai dit que je trouvais la documentation insuffisante. Insuffisante pourquoi? Insuffisante pour justifier la destitution du PDG. Plusieurs actionnaires ont échangé des regards. Adrien gardait toujours la bouche close. Antoine a soudainement crié sur Adrien,
lui demandant s'il avait quelque chose à dire pour sa défense. Adrien a regardé son oncle et a répondu qu'il ne souhaitait pas polémiquer. Antoine a exigé de savoir pourquoi. Adrien a simplement répondu que ce n'était pas nécessaire. La salle semblait glacée. Antoine a ricané, moquant son arrogance. Adrien a regardé son oncle droit dans les yeux et a déclaré qu'il faisait confiance aux actionnaires. Sur cette seule phrase, tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai compris, il ne me suppliait pas, il ne s'expliquait pas, il ne se défendait pas. Il remettait son destin entre les mains des actionnaires, et surtout, dans mon vote décisif. La secrétaire a commencé à distribuer les bulletins. J'ai pris le papier. C'était différent de la dernière fois, ce n'était pas un test, c'était un choix réel. Si je m'abstenais, Adrien perdrait son poste. Si je votais, tout changerait. J'ai fixé le papier un long moment, puis j'ai signé. Une fois les bulletins collectés, la salle s'est enveloppée d'un silence de plomb, si lourd que l'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. Ce n'était plus une simple réunion, c'était le moment où le destin d'Adrien se décidait et où je devais assumer le poids de mon propre choix. La secrétaire s'est levée et a annoncé les résultats. Le silence était assourdissant, la motion de destitution du PDG avait été rejetée. Quelqu'un a poussé un soupir discret, d'autres ont hoché la tête, et quelques personnes m'ont regardé. L'oncle Antoine s'est levé très lentement. Il a dit « D'accord », me regardant en admettant qu'il m'avait sous-estimé. Je n'ai pas détourné le regard, lui répétant que je n'avais jamais été dans le camp de personne. Il a ricané, faisant remarquer que je m'étais pourtant rangé du côté d'Adrien. Je lui ai répondu que je m'étais simplement rangé du côté du groupe Beaumont. Il n'a plus dit un mot, a rassemblé ses dossiers et est sorti sans se retourner. Quand la porte s'est refermée, l'atmosphère étouffante s'est légèrement allégée. Mais je savais que cette guerre n'était pas tout à fait finie, elle était simplement suspendue. Adrien était toujours assis sur sa chaise. Il ne s'est pas levé tout de suite. Il a fixé la table en silence quelques secondes avant de se redresser lentement. Il a remercié l'assemblée. Sa voix était calme, mais la façon dont il me regardait ne trahissait plus aucune urgence. C'était de la gratitude pure et indéniable. Après la réunion, les actionnaires ont quitté la salle un par un. Seul Adrien et moi sommes restés. Il s'est approché de moi, me disant que je l'avais encore sorti d'affaire. Je lui ai répété que je n'avais pas fait cela pour le sauver. Il a dit qu'il le savait, supposant que je n'avais pas approuvé la motion parce que les données étaient insuffisantes. J'ai répondu que j'étais ravi qu'il ait compris. Il est resté silencieux quelques secondes avant de me remercier tout de même. Je me suis levé, disant que j'allais y aller. Il ne m'a pas retenu, mais m'a suivi dans le couloir. Il a prononcé mon nom et je me suis arrêté. Il m'a annoncé qu'il avait signé l'acte de divorce définitif. Mon cœur a fait un bond. Je lui ai demandé s'il l'avait réellement signé. Il a répondu oui. J'ai demandé pourquoi. Il a expliqué que c'était parce que ma résolution était ferme. Je me suis retourné pour lui faire face. Je lui ai dit qu'il avait tenu sa promesse. Il a hoché la tête, confirmant qu'il l'avait fait. Nous sommes restés dans ce couloir vide à nous regarder longuement, plus d'actionnaires, plus de secrétaires, plus d'employés, juste un homme et une femme qui avaient été mariés. Il a parlé très lentement, m'annonçant qu'il avait mis l'acte de propriété du domaine à mon nom. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. Il a dit qu'il le savait, mais qu'il me le donnait quand même. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu que c'était ma maison à l'origine. Je l'ai regardé, lui faisant remarquer que ce n'était plus notre maison. Il a secoué la tête, disant que c'était simplement ma maison désormais. Je n'ai rien dit. Un instant plus tard, il a ajouté qu'il avait créé un fonds d'études pour Léo et l'avait transféré à mon nom. J'ai marqué un temps d'arrêt, lui disant qu'il n'était pas obligé de faire cela. Il a affirmé qu'il le devait absolument. Je lui ai dit que je pouvais élever l'enfant seul. Il a répondu qu'il le savait, mais qu'il était son père lui aussi. Je suis restée silencieuse. Il a poursuivi en expliquant qu'en grandissant, il ne voulait pas que notre fils ressente l'absence d'un père ou manque de ce qu'un père devait lui apporter. Je l'ai regardé longuement.
Pour la première fois depuis des mois, il n'était plus le milliardaire arrogant qui dominait un conglomérat, il n'était plus Adrien Beaumont, le PDG. Il était juste un père ordinaire essayant désespérément de se faire une place dans la vie de son fils. Je lui ai dit que je ne l'en avais jamais empêché. Il a hoché la tête, disant qu'il le savait. Il a mentionné qu'il se rendrait fréquemment à Bordeaux désormais. Je lui ai dit de faire comme bon lui semblait. Il a esquissé un faible sourire. Il a dit qu'il allait y aller. Je n'ai pas répondu. Nous avons marché ensemble vers les ascenseurs. Il s'est arrêté, me disant que si jamais j'avais besoin de son aide un jour. Je l'ai coupé en lui disant que je n'en aurais pas besoin. Il a souri un peu amèrement cette fois, me disant qu'il serait toujours là. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis montée sans me retourner, mais ces derniers mots résonnaient clairement, je serai toujours là. Les portes se sont fermées. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'ascenseur. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti mon cœur s'alléger, non pas parce que j'avais tout oublié, mais parce que j'avais la certitude d'avoir enfin traversé l'épreuve et d'avoir fait un pas décisif vers l'avant. Mon mariage était terminé, mais ma véritable vie commençait. 3 mois se sont écoulés depuis cette dernière assemblée générale. Ma vie dans la banlieue de Bordeaux, entourée de maisons de caractère, a peu à peu trouvé son rythme. Je me levais tôt, versais du thé à mon père, aidais ma mère à préparer le petit déjeuner et m'asseyais sur le porche pour profiter du soleil avec Léo. Mon fils grandissait vite. Voir ces changements quotidiens, ses nouveaux sourires, ses babillements et son regard de plus en plus éveillé m'apportaient une paix dont j'ignorais l'existence dans une routine aussi simple et tranquille. Je n'étais pas retournée à Paris, je n'étais pas revenue au domaine, et je n'avais pas repris mon ancienne vie. Je suis restée à Bordeaux et j'ai ouvert un petit cabinet de conseil. Au début, ce n'était que quelques demandes de connaissances, mais mon portefeuille de clients s'est régulièrement étoffé. Je n'avais pas besoin d'une fortune, je voulais simplement gagner de quoi vivre dignement et de manière indépendante. Un après-midi, alors que je travaillais, le téléphone a sonné, le nom d'Adrien Beaumont s'est affiché. J'ai attendu quelques secondes avant de décrocher. Il m'a annoncé qu'il était à Bordeaux. J'ai dit que je le savais. Je lui ai demandé s'il était devant la grille. Je suis sortie sur le porche. Sa voiture habituelle était garée le long du trottoir, mais cette fois-ci, il ne se tenait pas à côté. Debout à l'ombre près de la grille, il n'avait rien du dirigeant d'un empire industriel. Il avait l'air détendu, comme un père ordinaire venant voir son enfant. Mon père a ouvert la grille et lui a dit d'entrer. Adrien a hoché la tête poliment et l'a salué. Mon père lui a rendu son salut, l'invitant à aller voir le bébé. Adrien est entré dans le jardin. Dès qu'il a aperçu Léo allongé dans son berceau, son regard s'est infiniment adouci. Il a demandé s'il pouvait le tenir. J'ai dit oui. Il a pris le bébé avec une extrême précaution, faisant remarquer que Léo avait grandi. J'ai acquiescé. Il a ri doucement, disant que Léo me ressemblait de plus en plus. Je n'ai pas répondu. Il a contemplé le bébé un long moment. Il a mentionné qu'il avait décidé d'ouvrir une antenne régionale pour le conglomérat à Lyon. Je lui ai dit que je l'avais vu aux informations. Il a ajouté qu'il viendrait souvent dans le sud. Je lui ai dit de faire à sa guise. Il est resté silencieux quelques secondes, puis m'a annoncé qu'il ne voyait plus Valérie. Je l'ai regardé, lui disant que je ne lui avais rien demandé. Il a dit qu'il pensait que je devais le savoir. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de le savoir. Il a hoché la tête, disant qu'il comprenait. Nous nous sommes assis face à face sur le porche, enveloppés dans un long silence. Il n'y avait plus de dispute, plus de ressentiment, juste un calme qui n'avait jamais été là auparavant. Il a parlé très lentement, disant qu'il pensait autrefois que tout posséder était la définition du succès. Je l'ai regardé, lui demandant ce qu'il en pensait désormais. Il a répondu qu'il avait réalisé que le véritable succès consistait à protéger les personnes qui comptaient vraiment. Je n'ai pas répondu. Il a délicatement reposé Léo dans le berceau. Il m'a assuré qu'il ne me demandait pas de revenir. Je l'ai regardé. Il a précisé qu'il voulait simplement que je sache une chose. Quoi? Qu'il serait toujours là.
J'ai eu un léger hochement de tête, lui disant qu'il restait le père de l'enfant après tout. Il a esquissé un faible sourire. Oui. Tard ce soir-là, après son départ, je suis resté longtemps sur le porche. Non pas pour regarder son dos s'éloigner, mais pour contempler mon fils qui dormait profondément dans son berceau. J'ai soudain réalisé une vérité indéniable, je n'avais pas besoin de retourner dans le passé, je devais simplement continuer à aller de l'avant. Cette nuit-là, j'ai ouvert la copie numérique de mon jugement de divorce enregistré sur mon téléphone. Je ne l'ai pas lu parce qu'il me manquait, mais pour me prouver que j'avais véritablement surmonté le passé. Ma vie ne s'était pas arrêtée parce que mon mariage avait pris fin. En réalité, à l'instant même où j'étais sortie d'une relation où je n'avais pas ma place, ma nouvelle vie venait de commencer. J'ai regardé Léo, lui murmurant qu'à partir d'aujourd'hui, nous allions tous les deux mener une vie magnifiquement indépendante. Comme pour me répondre, le bébé a souri dans son sommeil. J'ai souri à mon tour, et pour la première fois depuis des mois, mon cœur s'est senti aussi léger et paisible que la brise de la nuit.